Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Je l'ai dit, c'est une situation politique inédite et c'est le politologue Jérôme Jaffré qui la décrypte en substance ainsi dans le Figaro. Il estime que cette dissolution a été faite pour clarifier les choses sur le plan politique. C'est en tout cas l'un des arguments qui a été invoqué par les partisans de cette dissolution et pour autant le risque aujourd'hui apparaît une instabilité plus grande, un pays ingouvernable tout simplement parce que nous serions en face non pas de deux blocs, mais de trois blocs. Un bloc donc constitué par le Rassemblement national et les Républicains, un second bloc avec les macronistes, et puis un troisième bloc avec le nouveau Front populaire. Bonjour Marianne Cohandet. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des institutions de la Ve République, et vous avez consacré votre thèse à une épreuve, à l'épreuve de la cohabitation. Peut-être que vous pourriez songer, je ne sais pas, à la republier. Enfin, pour l'instant, il est encore trop tôt pour se décider sur sa republication. Ce qui est certain, Marianne Cohandet, c'est que l'un des risques est celui de l'ingouvernabilité, alors que notre Ve République, cette constitution, elle a été faite pour que ce pays ne soit pas ingouvernable. Oui, elle a été faite justement pour permettre un gouvernement quoi qu'il arrive. Et là, il faut bien voir qu'on est dans une situation où une cohabitation paraît assez probable avec le RN ou le nouveau Front populaire. On ne peut pas exclure cette hypothèse. Les jeunes sont en train de se réveiller, de constater que la plupart des partis ne proposent pas de mesures efficaces sur l'environnement, alors qu'on voit des gens qui meurent à cause du changement climatique, etc. Donc, il est possible qu'on ait une majorité absolue pour le Front populaire ou pour le Rassemblement national. On y reviendra. Dans ce cas-là, l'un ou l'autre appliquera sa politique. Et puis, il y a l'autre option où on n'aurait pas de majorité absolue. Et effectivement, avec ces trois grands blocs, il serait plus compliqué de conduire la politique. Pour autant, il ne faut pas se laisser enfermer dans le dilemme dicté par Madame Le Pen. Madame Le Pen dit « Mais s'il n'y a pas de majorité absolue, il y aura blocage ». C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre ça. Ce n'est pas parce qu'on ne donne pas une majorité absolue à M. Bardella qu'il va y avoir blocage des Bon, mais institutions. alors, La cinquième a été écrite pour ça. Je reviens au cœur de votre question. Quand on a rédigé la Constitution de la cinquième, le mode de scrutin n'était pas inscrit dans la Constitution parce qu'il faisait débat. Et Michel Debré, De Gaulle et les autres rédacteurs étaient convaincus qu'on n'arriverait jamais à avoir une majorité. Imaginons une majorité relative pour le Rassemblement national, et alors là, une alternative, ou bien il refuse de prendre Matignon, et dans ce cas-là, il faut trouver une autre majorité. Bon, c'est une possibilité, on peut imaginer une coalition par exemple centriste entre une partie des macronistes et une partie de la gauche. L'autre possibilité, c'est qu'il n'y ait pas accord. Et alors, comment envisager les choses dans ce contexte? Eh bien, comme font la plupart des pays de l'UE, alors la plupart des pays de l'UE font des accords de gouvernement. Donc peut-être qu'un jour les Français arrêteront de marcher au garde à vous devant le chef de l'État avec le doigt sur la couture du pantalon pour devenir un peu plus démocrate et se dire que la démocratie, ce n'est pas la dictature d'une majorité, mais c'est des négociations, c'est le fait d'écouter les autres, de faire des compromis, de se mettre d'accord, ce que font tous les autres pays de l'UE. Et donc, on peut y arriver soit par des accords de gouvernement, soit par des accords sur des textes, comme on le fait depuis 2 ans. Alors, depuis 2 ans, bien sûr, on se plaint, il y a eu beaucoup de 49.3. Mais il y en a eu beaucoup parce que M. Macron voulait à toute force faire passer sa réforme sur les retraites, dont la plupart des gens ne voulaient pas. Et donc, ça a conduit à cette pratique brutale. Mais justement, on voit bien, avec le 49.3, avec la procédure budgétaire, que cette constitution a été faite spécialement pour les périodes dans lesquelles on n'aurait pas de majorité. Donc il faut arrêter de crier au feu ou au loup. Le loup, c'est la majorité du RN. Ce n'est pas l'absence de majorité absolue. Depuis le début de la Alors Ve ça, c'est le loup République, pour vous, Marianne oui, Corday. oui. Mais pour nos institutions, pour la démocratie, pour la République française. Mais qu'est-ce que vous venez de dire? Dictature de la majorité? Moi, je pensais que justement, l'expression du peuple, c'était la souveraineté, qu'il n'y avait rien au-dessus de la souveraineté. Alors,
c'est formidable quand on a une majorité qui se dessine dans un sens ou dans l'autre. Mais la démocratie, ce n'est pas d'avoir une majorité et ensuite l'absence de débat. La démocratie, c'est avant tout le dialogue, l'écoute de l'autre et la recherche de solutions qui satisfont le plus grand nombre et non pas ceux qui ont réussi forcément à convaincre à telle période. Oui, mais justement, cette multiplication des 49-3, avec les conséquences que cela a posées, c'était parce que nous étions déjà dans une majorité relative. Si la majorité relative était à nouveau au pouvoir dans les semaines qui viennent, eh bien, on se retrouverait dans une situation peut-être encore plus terrible, parce que là, il y avait au moins un alignement entre le président et le Premier ministre, mais ce n'est pas moi qui écris une thèse sur la cohabitation, Marianne Cohendet. Oui, oui, oui. Donc il faut bien distinguer les deux hypothèses. La cohabitation proprement dite et l'absence de majorité, et comme vous le faites parfaitement. Et donc dans le cas où on aurait par exemple le RN qui arriverait en tête mais qui refuserait de gouverner, mettons qu'on ait le Front populaire ensuite, puis les alliés du président, c'est à peu près la configuration actuelle, eh bien, on devrait arriver à avoir une classe politique qui devienne un peu adulte et qui parvienne à des compromis, à des discussions pour arriver à gouverner paisiblement la France, hein. Il faut qu'on arrive à sortir de cette violence des rapports dans lesquels soit vous obéissez, soit c'est le chaos. Le moi et le chaos, il faut en sortir. Bon, vous savez que les journalistes adorent le chaos, Marianne Cohendet. Si d'aventure tout le monde refusait Matignon, est-ce qu'il est possible, dans ce contexte-là, d'obliger le président à la démission, puisque de facto, il ne pourrait pas gouverner? Alors, ça serait le rêve de Madame Le Pen, hein. Elle a dit qu'elle n'appelait pas à cette solution, mais qu'elle constatait que c'était la seule possible, ce qui est vraiment se moquer du monde. Le président est élu pour 5 ans et il est légitime qu'il fasse tout son mandat. Maintenant, s'il souhaite démissionner, c'est sa liberté. Mais normalement, on ne peut pas le contraindre à la démission. La seule hypothèse qu'on pourrait envisager, c'est le cas dans lequel M. Macron s'obstinerait à vouloir continuer à diriger la politique nationale alors qu'il n'a pas la majorité requise pour cela, donc pas de majorité absolue ou même pas d'aptitude à la négociation avec d'autres partis. Alors dans ce cas-là, on peut concevoir, comme ça avait été le cas une fois sous la Troisième République, que les partis renversent systématiquement tous les gouvernements jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Mais n'oublions pas que quand ça avait été le cas, c'était parce que le président s'obstinait à vouloir diriger alors qu'il n'avait pas la majorité. Là, il est clair que si les sondages actuels se confirment, M. Macron ne pourra pas gouverner ni avoir un gouvernement qui fasse ses quatre Mais volontés. alors, ça se traduirait comment? Une multiplication des motions de censure? Oui, c'est ça. Ça pourrait être une multiplication des motions de censure, même si la Ve République organise beaucoup plus strictement les motions de censure que ce n'était le cas sous les républiques précédentes. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment se déroulent-elles ces motions de censure? Qu'est-ce qu'il faut réunir pour obtenir une motion de censure, Marianne Alors, Cohendet? il faut retenir la majorité absolue des membres composant l'Assemblée en faveur de la motion de censure. Donc ça veut dire, par exemple, que ceux qui sont malades ou qui ne votent pas sont censés soutenir le gouvernement. Donc ça fait une majorité très Des claire, conditions de affirmée. quorum importantes. Condition de quorum, il y a un délai de réflexion pour éviter qu'on fasse une motion de censure pour un oui, pour un non. Et enfin, chaque député ne peut signer plus de 3 motions de censure en principe pendant une session. Si cette motion de censure est retenue, qu'est-ce qui se passe? Si la motion de censure est votée, le gouvernement est renversé. Et un gouvernement renversé, ce n'est pas la fin du monde. C'est normal en régime parlementaire, ça existe dans d'autres régimes, ce n'est pas la fin du monde. Ça n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de ce gouvernement. L'argument, là aussi, il est reproduit très largement dans la presse, notamment dans le Canard enchaîné. Emmanuel Macron insiste sur le fait qu'il aurait essuyé une motion de censure en septembre. Est-ce que ça justifie la dissolution selon vous, Marianne Cohendet? Alors, oui, on a beaucoup de mal à justifier cette dissolution, il faut bien le dire, à part le fait que M. Macron s'est senti dans une posture gaullienne 1962 ou 68, mais on ne comprend pas bien parce qu'effectivement, on ne voyait pas comment il pouvait ressortir avec une majorité plus forte. Donc l'hypothèse d'une éventuelle motion de censure en septembre
ne me paraît pas complètement convaincante parce qu'on a là encore dans la Constitution, notamment à l'article 47 ou l'article 49.3, des mesures 47, rappelez-nous ce que cet article veut donc dire. sur Fouillez dans votre sac, vous allez oui. sortir un grimoire Oui, non, non, non. imposant. Le grimoire qui est la Constitution elle-même, mais qui prévoit donc une procédure beaucoup plus facile pour adopter le budget, pour le vote du budget, quand justement on a des problèmes de majorité. Parce que, Ben oui, parce qu'on a beaucoup parlé du 49.3. Alors là, je crois que sur le 49.3, on est au point. Mais justement, au moment du 49.3, on a rappelé l'existence de l'article 47. Vous avez trouvé votre grimoire et vous voilà. allez trouver la bonne Mais page. Voilà. l'article 47, je ne vais pas vous le lire parce qu'il est très long, mais simplement, euh, il On ne sait pas, hein, permet ça pourrait faire un nouveau programme d'été, la lecture de la la Constitution. lecture. Mais oui, 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 il y a pas mal d'articles. C'est formidable parce que nos étudiants vont arriver en première année en connaissant déjà toute la Constitution. Bah, bon, ils Du connaissent moins, le 49.3, mais alors justement, on ne connaît voilà. pas encore le 47. On aimerait le Donc réviser. le 47, il permet de, de voter le budget de manière rapide. Par exemple, deuxième alinéa, si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 40 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours, etc. Ensuite, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet de loi peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance. Et ensuite, donc, si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Donc on voit qu'il y a toute une série de mesures faites pour, j'allais dire, bétonner, pour assurer le budget de l'État quoi qu'il arrive. On se retrouve dans quelques minutes, Marianne Cohandet. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste. Vous serez rejointe par un historien, Jean Garrigue. 7h56. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et alors, le point sur la fièvre avec Marianne Cohandet, constitutionnaliste, professeur de droit public à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des institutions de la Ve République. Vous avez consacré votre thèse à la cohabitation et nous sommes en duplex avec Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Jean Garrigue, vous êtes professeur émérite à l'Université d'Orléans, spécialiste d'histoire politique et directeur de la rédaction de la revue d'histoire politique Parlement. On a la fièvre en ce moment. Oui, c'est très clair. C'est d'ailleurs plutôt une bonne chose, en tout cas pour la démocratie, que de voir comment les Français se passionnent pour cette élection. Je dirais que c'est peut-être la seule victoire d'Emmanuel Macron à la suite de la dissolution, c'est d'avoir comme ça remobilisé les électeurs. C'était d'ailleurs l'un de ses projets pour ses propres électeurs. Et la perspective d'avoir un taux de participation autour de 60, même plus, peut-être 65%, est quand même une chose roborative pour la démocratie. Après, reste à voir quelles sont les motivations et dans quel climat se fait cette nouvelle mobilisation. J'ai sous les yeux un énième sondage publié au sujet de ces législatives avec un match qui me dit ce sondage s'installe entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. L'autre conséquence de cette dissolution, je ne sais pas si elle était voulue par Emmanuel Macron, c'est d'avoir, en tout cas en apparence, de redonner une cohérence à la gauche. Jean Garrigue, qu'en pensez-vous? Le pari d'Emmanuel Macron, c'était précisément de prendre de vitesse et la droite et la gauche, miser sur une impréparation potentielle du Rassemblement national. De ce côté-là, c'est raté. On voit que ce qui s'est passé depuis quelques années, cette implantation locale sur tout le territoire du Rassemblement national leur a permis d'être prêts pour ces élections, y compris sur le plan programmatique. Et du côté de la gauche, le pari, c'était de miser sur la dissidence, et je dirais la destruction de la NUPES, la dissidence des socialistes qui avaient pris le pas sur la France insoumise au moment des élections européennes.
Et il n'en a rien été puisqu'on a reconstitué la NUPES, on l'a même élargie, notamment au nouveau parti anticapitaliste avec ce nouveau Front populaire. Et là, de ce côté-là, la dissolution a, j'allais dire, accéléré et peut-être même concrétisé de manière définitive la fin du macronisme, puisqu'il est très vraisemblable que la coalition Ensemble va être réduite à une peau de chagrin à la suite de cette élection qui consacre la polarisation de l'espace politique. C'est-à-dire qu'on revient finalement à ce qui était la situation d'avant 2017, une polarisation, une binarisation de la vie politique droite-gauche, sauf que c'est plus la même gauche et c'est plus la même droite, et c'est peut-être ce qui est inquiétant pour l'avenir. Mais justement, parce que Jean Garrigue, on a l'impression qu'on n'a plus affaire à une situation binaire, mais à une situation ternaire, et que notre démocratie est peu habituée à cela. Oui, alors, mais ça, cette situation ternaire, vous voyez, elle existe depuis 2022. Et il faut quand même rappeler que, on parle beaucoup de chambres ingouvernables, il faut quand même rappeler que depuis 2022, 60% des lois proposées ont été votées. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une chambre ternaire est contradictoire avec les institutions de la Ve République, qui sont conçues pour avoir une majorité forte et une opposition et éventuellement l'alternance. Mais il n'en reste pas moins que ça peut fonctionner et que là, on va être peut-être en présence à nouveau d'une situation d'assemblée ternaire. Et donc, il n'est pas exclu que la plasticité des institutions de la Ve République, pour peu que chacun y mette du sien, puisse continuer à faire fonctionner la machine. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui risque de se passer plutôt au lendemain des deux tours des élections, c'est de nous montrer à quel point ce système, ce mode de scrutin uninominal majoritaire, qui favorise, je dirais, amplifie la victoire de ceux qui sont les plus forts, eh bien, va nous être préjudiciable parce que on va avoir des partis dominants qui sont pas forcément, qui ne correspondent pas forcément à la, comment dirais-je, à la sensibilité globale des électeurs et qui vont jouer un jeu je veux dire, de Hmm. radicalité, je le répète, et ce jeu de la radicalité, il n'est pas favorable au bon fonctionnement du parlementarisme, car le Parlement, c'est le lieu du dissensus régulé. Et on voit bien que ceux qui vont dominer le Parlement, ceux qui risquent de dominer le Parlement, que ça soit à droite ou à gauche, sont plutôt ceux qui, de tradition, d'expérience, n'ont pas joué ce jeu. Alors il y a un problème, et en tout cas, il y a une indication sur ce qui pourrait être à l'avenir, voilà, une direction pour réformer nos institutions et transformer en tout cas le mode de scrutin pour aller vers un scrutin proportionnel. Qu'en pensez-vous, Marianne Cohandet, vous qui êtes constitutionnaliste? Oui, comme l'a rappelé Frédéric Savicki dans les colonnes du Monde il y a peu de temps, le scrutin majoritaire joue un rôle très important sous la Ve République. Alors, on a vu tout à l'heure que quand on a rédigé la Constitution, on ne savait pas quel mode de scrutin on aurait. En effet, la classe politique était très attachée à la proportionnelle et Michel Debré rêvait d'un régime parlementaire à l'anglaise où on a une alternance entre deux grands partis. Donc, on a mis le mode de scrutin dans la loi, de sorte qu'il suffit de faire une loi ordinaire pour changer le mode de scrutin. Ce mode de scrutin majoritaire explique que la France soit le seul pays de l'UE dans lequel ce soit le chef de l'État et non pas le Premier ministre qui le plus souvent dirige la politique nationale. Alors même que, on l'avait vu, la moitié des pays de l'UE ont comme nous un régime parlementaire dans lequel le président est élu directement par le peuple. Or, ce scrutin majoritaire se combine au droit de dissolution. Droit de dissolution qui, dans les autres pays, appartient en réalité au Premier ministre, pour être une arme redoutable dans les mains du président de la République. Il faut bien voir que quand vous avez le droit de dissolution dans les mains et que le scrutin est majoritaire, si vous avez un changement de 5% dans l'opinion, vous pouvez avoir un changement de très nombreux sièges à l'Assemblée. Donc vous faites très peur à l'Assemblée. Donc vous êtes très puissant. Et donc ça permet au président, et dès 62, de dire aux députés, suivez ma politique, sinon je vais mettre fin à votre carrière politique.
Donc ce mode de scrutin a joué un rôle majeur pour renforcer le président de la République. Pendant des années, on s'est dit oui, mais au moins il nous protège de l'extrême droite. Or, depuis quelques années, avec un groupe de chercheurs, nous avons démontré que l'effet de loupe du scrutin majoritaire, puisque le scrutin majoritaire grossit l'image du parti arrivé en tête, cet effet de loupe peut jouer en faveur du RN et c'est ce qu'on risque de voir à présent. Jean Marie. Donc là, si on vous suit bien, Marianne Cohendet, cet effet de loupe ou de levier pourrait se retourner contre le président de la République. Une sorte d'effet boomerang, pour utiliser encore une autre image. Exactement. Déjà, la dissolution de 97 était une dissolution boomerang, et celle-là le sera très probablement aussi. Mais alors, justement parce que on a cherché, il y a eu beaucoup de conjectures pour savoir pourquoi Emmanuel Macron avait fait ça. Alors, notamment, il y a une hypothèse, vous allez vous ressaisir de votre grimoire, Marianne Cohendet. Est-il possible pour lui de faire un troisième mandat si, par exemple, il démissionnait avant la fin de celui-ci? Alors, c'est tout à fait exclu. La Constitution est on ne peut plus claire. Article 6 de la Constitution, deuxième alinéa, c'est-à-dire deuxième paragraphe. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que M. Macron démissionne, que quelqu'un d'autre soit président de la République et qu'ensuite il revienne. Mais il est totalement exclu que s'il démissionne, il fasse un troisième mandat à la suite. Si d'aventure, c'est par exemple la une du journal L'Opinion aujourd'hui, il y avait un embrasement avec des provocations, c'est le scénario qui est agité par l'Opinion, des provocations venues de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche, pourrait-il utiliser l'article 16? En quoi consiste cet article 16, Marianne Cohendet? Alors d'abord, il faut comprendre d'où vient l'article 16. L'article 16, c'est le traumatisme de la loi du 10 juin 40 dans l'esprit du général de Gaulle. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 juin 40? C'est la panique. Et donc, on remet tous les pouvoirs dans les mains du vieux maréchal Pétain. Et ça a conduit aux catastrophes que l'on sait. Donc de Gaulle, quand il rédige la Constitution, se dit en cas de catastrophe, il faut remettre des pouvoirs importants dans les mains du président de la République et non pas de n'importe qui. Au moins, on sait dans quelles mains on met le pouvoir en cas de problème. Ça existait dans la République romaine. Lorsque la République était en danger, on donnait les pouvoirs, mais pour 6 mois maximum, à un dictateur. Ça a mal tourné parce qu'il les a gardés, ces pouvoirs. Donc cet article 16 a des exigences très précises dans la Constitution. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. Donc il faut que toutes ces conditions soient réunies. Pour autant, il n'y a pas vraiment de contrôle, parce que certes, on peut consulter le Conseil constitutionnel peut désormais être amené à se prononcer, mais il rend un avis public, et même si cet avis est contraire, on n'est pas obligé d'y mettre fin. Donc c'est quelque chose qui reste extrêmement dangereux, ces pouvoirs exceptionnels, mais qui peut permettre effectivement, en cas d'énormes problèmes, de remédier à la situation et d'éviter justement la guerre civile. Mais il faut voir dans quelles mains on remet ces pouvoirs exceptionnels. Ils ont toujours été dangereux, ils le restent, et il faut voir dans quelles mains on met ça. Jean-Marie. Les mesures exigées par les circonstances, c'est ça la formule? Voilà. Qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien justement, c'est volontairement extrêmement large, mais c'est donc extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'aussi bien si on a une catastrophe climatique, que si on a par exemple une guerre informatique, avec toute l'informatique qui arrête de fonctionner, etc., eh bien le président fait ce qu'il veut. C'est ce qu'il faut. Alors, ces mesures, ça ne doit pas être n'importe quoi. L'article précise ensuite que ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Donc, ça ne doit pas être des mesures qui concentrent encore les pouvoirs dans les mains du président. Mais ça justement, qui en juge? Alors, qui en juge? Le président lui-même, parce que justement... C'est ça en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas, donc c'est un pouvoir propre, donc il n'y a pas de contrôle a posteriori pour savoir si l'article 16 était adapté, proportionné, etc. Aucun contrôle. C'est ce qu'a voulu De Gaulle.
On est dans des situations hyper dangereuses, c'est vraiment la dictature à la romaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. Donc c'est très, très dangereux et ça fait des années qu'on est très nombreux à dire: il faudrait réformer ça tout de même, c'est trop dangereux. Sauf erreur, il a été utilisé une seule fois? Une seule fois pour un putsch qui avait duré 5 jours, il a utilisé pratiquement pendant 6 mois. Et alors, est-ce qu'il a été utile rétrospectivement? Bon, on aurait très bien pu avoir un état d'urgence à la place. L'état d'urgence est quand même beaucoup moins dangereux. Jean Lémarie. On est en train de faire de la politique fiction ou de la constitution fiction, je ne sais pas comment il faut dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir aussi à ce qui serait un fonctionnement institutionnel normal, une cohabitation telle qu'on l'a connue plusieurs fois en France ces dernières décennies? Dans ces conditions, Marianne Cohandet, vous qui avez fait votre thèse là-dessus, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour Emmanuel Macron? Alors, la cohabitation, il faut bien y insister, n'est pas du tout la cogestion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Français s'imaginent qu'avec la cohabitation, on donne un peu de pouvoir à tout le monde et ça va mettre de l'eau dans le vin de tel ou tel parti. En période de cohabitation, on revient à une lecture stricte de la Constitution, c'est-à-dire que le président de la République doit respecter le texte de la Constitution, c'est-à-dire qu'au terme de l'article 5, il est un garant du respect de la Constitution et des traités, et un arbitre. Quand on dit qu'il est la clé de voûte des institutions, ça ne veut pas du tout dire qu'il dirige tout, ça veut dire qu'il a cette fonction architecturale de veiller à ce que chacun reste à sa place. Et donc, en cas de cohabitation, c'est ce que l'on doit faire. Jean Garrigue, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà une toute petite précision, ma collègue tout à l'heure a parlé du 10 juin 40 et je suis historien, je suis obligé de rappeler que c'était le 10 juillet Oui, pardon. 1940 qu'on a accordé les pleins pouvoirs à Pétain. Oui. Mais je sais qu'elle le sait tout aussi bien que moi. Non, pour ce qui concerne la cohabitation, pour avoir écrit et publié il n'y a pas longtemps un ouvrage qui s'appelait Élysée contre Matignon et qui racontait l'histoire des cohabitations justement entre Premier ministre et président de la République. Bon, on s'aperçoit que la cohabitation est un système qui peut tout à fait fonctionner dans l'organisation de la Ve République et qui a même cette vertu de retrouver l'esprit originel de la Ve République puisqu'il accorde justement au Premier ministre l'intégralité des pouvoirs qui lui ont été, par la pratique, peu à peu rognés par les présidents de la République, surtout depuis l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy. Donc il y a de grandes vertus dans la cohabitation, et comme le dit ma collègue, c'est en réalité le Premier ministre qui, à ce moment-là, exerce à plein les articles 20 et 21 de la Constitution, c'est-à-dire qui détermine et conduit la politique de la nation. Ce qui veut dire que s'il y avait une cohabitation entre Emmanuel Macron et un président et un Premier ministre, pardon, issu du Rassemblement national, ce serait la politique du Rassemblement national qui serait menée, ce qui pourrait poser des tas de problèmes, non seulement intérieurs, mais qui, par rapport à ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République, une pratique qui a commencé avec le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de considérer que c'est plutôt le président de la République qui, sur les questions d'affaires étrangères et de défense, a une sorte de dernier mot. Mais ce serait beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, parce que, par exemple, le président de la République, il est chef des armées, mais c'est le Premier ministre le gouvernement qui dispose des forces armées, et c'est pareil sur les questions de traités, de diplomatie internationale. Le dernier mot revient toujours au Premier ministre et surtout à l'Assemblée. C'est ce qui est d'ailleurs le propre d'un régime parlementaire, et nous sommes en réalité dans un régime parlementaire. Donc il faut bien se mettre dans la tête qu'une cohabitation de ce type donnerait un avantage, équilibrerait les pouvoirs au sein de nos institutions en faveur du Premier ministre, de sa majorité parlementaire, et donc que le président de la République pourrait avoir un pouvoir de blocage ou de suspension. C'était celui qu'avait exercé François Mitterrand face à Jacques Chirac à propos des ordonnances qu'il avait refusé de signer. Mais quand vous refusez de signer les ordonnances, le Premier ministre a toute la
capacité ensuite, c'est ce qui s'était produit, de passer par l'Assemblée pour faire, comment dire, voter les textes qu'ils souhaitent faire voter. Donc vous voyez, il faut bien voir que la cohabitation peut être un système qui fonctionne de manière assez fluide, et ça a été le cas d'ailleurs dans les trois cohabitations qu'on a connues avant que le président de la République et le Premier ministre n'entrent en compétition électorale, pour que ce soit François Mitterrand et Jacques Chirac en 88 et Jacques Chirac et Lionel Jospin en 2002. Ça peut très bien fonctionner à condition d'avoir une capacité de convergence, j'allais dire même de compromis, entre les Qui deux soit partenaires. donc Et on peut effective. douter de cette capacité au cas où le Bien sûr. Rassemblement national serait à Matignon. Marianne Cohendet. Et oui, cette quatrième cohabitation risquerait, hélas, d'être beaucoup plus conflictuelle que les autres. Parce que pour les trois premières cohabitations, certes, il y avait des désaccords en politique internationale sur tel ou tel point, mais le président de la République et le Premier ministre se mettaient d'accord tout de même, grosso modo, pour avoir une politique pour la France. Et paradoxalement, ça a d'ailleurs été bon pour la diplomatie française, parce que ça a montré que la France pouvait garder une politique internationale, quoi qu'il arrive. Ici, en revanche, on aurait des problèmes majeurs sur la question du domaine réservé, qui en réalité n'existe pas dans le texte de la Constitution, et qui, en période de cohabitation, devient plutôt un domaine partagé. Alors, exemple, hier, durant le débat, Jordan Bardella a expliqué qu'il n'entendait pas livrer des armes pouvant toucher la Russie à l'Ukraine, si Emmanuel Macron est d'un avis contraire. Eh bien, à ce moment-là, donc il y aura blocage. Le Premier ministre a des pouvoirs importants aussi en matière de défense et de diplomatie, et les actes du président sont soumis à contreseing dans ces domaines. Donc, on a une situation qui peut être tout à fait explosive. Ça peut être très dangereux sur l'Ukraine, sur la politique européenne, sur les relations avec le Maghreb notamment. Sur les pouvoirs de nomination. Et c'est les pouvoirs de nomination. Il peut y avoir des conflits, notamment pour la nomination du président, du premier ministre évidemment, mais pour la nomination du ministre de la Défense et du ministre des Affaires étrangères. Mais les nominations de préfets, par exemple, qui sont faites sur proposition du Premier ministre, approuvées par le président de la République, comment les choses peuvent-elles se passer si les propositions et les avis ne sont pas convergents? Eh bien, pendant les trois premières cohabitations, ils ont réussi à se mettre d'accord. Il y a eu des négociations. François Mitterrand, qui était très habile, a réussi à imposer des négociations sur les nominations les plus importantes. Et effectivement, là, on risque d'aller au conflit. Donc, normalement, la cohabitation permet effectivement de redécouvrir notre régime parlementaire. Et je tiens à souligner que hier, on a assisté à un grand scoop sous la Ve République. Pour la première fois, on a eu un débat entre des candidats Premier ministre. Et pour la première fois de la Ve République, eh bien, on va choisir un Premier ministre et non pas un président de la République. Modulons le fait que le Premier ministre Du Front Populaire. Du Front Populaire, enfin, je me tourne vers Jean Lémarie, je ne connais pas son C'est identité. une question anodine de leur côté, c'est certain. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Garrigue? Oui, c'est l'un des grands problèmes qui se posent à la coalition du nouveau Front populaire, sachant que cette coalition est constituée de partenaires qui se sont affrontés pendant les 6 mois qui ont précédé la composition de cette nouvelle coalition. Et que manifestement, au sein même de la France insoumise, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est une personnalité répulsive. Bon, il pouvait y avoir une justification à la présence de Monsieur Bompard comme représentant, a priori, la force la plus importante du nouveau Front populaire. Et je suis pas sûr qu'en termes de stratégie électorale, c'était forcément le meilleur choix. On voit les réactions et la polémique qui a enflé entre François Ruffin et les mélenchonistes, On a vu M. Quatennens, effectivement etc. qu'il y avait des échanges de noms d'oiseaux. Merci Jean Garrigue. Le couple infernal, Élysée contre Matignon, c'est le livre que vous avez publié aux éditions
Talandier, Marianne Cohandet, constitutionnaliste. On attend donc, je ne sais pas, la republication de votre thèse avec l'ajout d'un nouveau chapitre, peut-être d'ailleurs, 8h43 sur France Culture.